Bon, bonjour Facebook. J'ai de la misère avec Facebook, c'est long à connecter depuis quelques jours. Donc, aujourd'hui, bienvenue à Demande à Sam, épisode de 36. Aujourd'hui, on va parler d'un animal mort sur le bord de la route, des chats errants et le temps en refuge. Donc, on va commencer tout de suite avec une petite question de où est-ce que je l'ai mis. Ah oui, c'est ça. Il y a Raphaël qui dit bonjour. Il y a une moufette qui s'est fait frapper sur tel endroit, juste en face de chez moi. Donc, il voulait savoir quoi faire à ce moment-là. Quand il y a un animal qui est frappé, il faut contacter votre ville parce que c'est la ville qui s'occupe justement, là, qui vont pouvoir vous dire qui s'occupe justement des animaux qui sont frappés. Comme nous, quand on avait le centre de services animaliers, oui, on s'occupait des animaux qui s'étaient fait frapper. Si on va s'occuper des animaux, mettons, là, je vais vous parler, mettons, pour la ville de Québec, nous, ce qu'on faisait, ça varie d'une municipalité à l'autre. Mais comme nous, on s'occupait sur les artères là, que la ville gère. Donc, si on tombe sur une autoroute, ça va être le provincial qui va s'en occuper. Exemple, un chevreuil qui se fait frapper, bien ça, c'était pas nous qui s'en occupait. Là. Ça, c'est le provincial qui s'occupe. Souvent, ça va être c'est toujours une affaire de soumission là, que ça fonctionne, mais c'est pas rare les fois que ça va être des remorqueurs qui vont s'occuper justement là, de prendre les contrats puis d'aller récupérer les animaux, comme les gros animaux, comme les chevreuils, les orignaux qui sont frappés sur le bord des autoroutes. Donc, mais quand vous tombez en ville, souvent, c'est le municipal. Donc, ça va être la ville qui va s'occuper des animaux qui se font frapper. Parfois, ça peut être un organisme qui va s'en occuper. Parfois, ça va être la ville directement avec la section qui s'occupe des routes, que là, j'ai un blanc de mémoire encore. Ça va revenir tantôt quand ça aurait pu rapport. Mais ça, des fois, ça peut être la ville, la voirie, mettons qu'on va dire, là, mais ce n'est pas le mot exact que je cherche, qui va s'en occuper. Fait que je vous dirais toujours appeler votre ville. Comme à Québec, faites le 3-1, composez le 3-1, puis eux vont pouvoir vous dire, OK, oui, ils vont prendre votre demande, puis ils vont contacter justement la personne ou l'organisme ou le secteur en charge qui va pouvoir aller récupérer l'animal. C'est sûr que si vous trouvez un petit oiseau, un Suisse, des choses comme ça, ça ne vaut pas vraiment la peine, si vous voulez mon opinion à moi, d'appeler pour faire déplacer un gros camion pour venir chercher un petit Suisse ou un oiseau. Des fois, on peut dire, les enfants peuvent le voir, le trouver, tout et tout. Si ça ne vous écœure pas, vous pouvez le prendre et juste aller le mettre comme dans le fossette. Parce que moi, je suis un gros, gros fan de la nature et que justement, oui, c'est triste qu'un animal se fait frapper, mais il y a plein d'autres organismes vivants ou d'autres petits animaux ou d'autres petits charognards ou des corbeaux, d'affaires comme ça, qui vont se nourrir et qui se nourrissent justement d'animaux qui décèdent comme ça. Donc, c'est sûr que, je ne parle pas d'être, mettons, en pleine rue Saint-Jean, qui laissait la moufette en milieu de la rue Saint-Jean pour que tout le monde passe à côté. Mais des fois, quand on est un petit peu plus dans les quartiers, surtout si on voit qu'il y a un fossette ou quelque chose comme ça, je trouve que pour le côté écolo, mais des fois, juste de descendre notre véhicule, tasser un petit peu l'animal pour qu'il arrête de se faire écraser. Puis, il va y avoir des charognards qui vont être bien contents d'avoir un petit lunch. Donc, moi, c'est comme dans le Roi Lion, là, c'est le cycle de la vie. Donc, en tout cas, ça, c'est mon opinion à moi. Mais c'est sûr que, comme je dis, mettons, en pleine ville où est-ce qu'il n'y a aucune possibilité, là, qu'il n'y aura pas de charognards qui vont vraiment venir le manger, oui, là, c'est beaucoup plus de mise d'appeler la ville pour venir le chercher. Ou, exemple, mettons un porc qui pique, qui se fait frapper, pour être sûr qu'il n'y ait pas un chien ou un enfant qui se blesse, à ce moment-là aussi, c'est mieux de le faire ramasser. Mais quand on parle de petites affaires là, qui ne dérangent pas personne, que c'est triste à voir pour la vue, mais je vous dis que, regardez, moi, parfois, comme je vous dis, moi, je suis un grand amoureux des animaux, le cycle de la vie et tout, mais c'est pas rare que je vais me promener, je vais avoir un animal qui est frappé sur le bord de la route, je vais juste me tasser, puis je vais aller justement le pousser un petit peu pour qu'il soit dans le fossette, puis qu'il serve, que sa carcasse serve à d'autres animaux qui, eux, vont être contents de se nourrir. Donc, mais tout ça pour dire que je sais que c'est pas tout le monde qui va aller pousser l'animal sur le bord de la rue, mais sinon, contactez le service, votre ville, comme à Québec, c'est le 3-1. Je sais pas c'est quoi à Lévis ou et tout, là, mais eux vont pouvoir prendre votre demande en charge puis s'assurer que l'animal soit récupéré. L'autre question, c'était une question de Rosalie. Elle me dit « Hello Sam, j'ai une question pour toi. Il y a un chat errant qui vient nous visiter depuis environ 1 mois, chaque soir. Il a été attiré par le bol de croquettes que nous laissons dehors le soir pour notre chat qui passe la nuit dehors.
Le chat semble en santé, quoique très peureux. Il n'a pas l'air apprivoisé. Notre chat et lui ne sont pas du tout agressifs l'un envers l'autre. Le chat errant accepte aussi notre présence, mais de loin. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Le faire accueillir par la SPA? Nous ne souhaitons pas qu'il soit euthanasié. Merci à l'avance pour ton avis et ton temps. Je voudrais que oui, ça c'est toujours une question un petit peu délicate. Parce que quand on est un centre de services animaliers, le modèle que la province de Québec, ben, que le Canada et tout a décidé de mettre de l'avant, c'est de gérer la surpopulation en euthanasiant. Selon moi, on aurait dû depuis bien des années essayer de revoir ce modèle-là et faire beaucoup plus de sensibilisation, de prévention, de stérilisation gratuite ou à peu de frais pour tout le public pour éviter qu'il y ait des milliers d'animaux qui se fassent euthanasier par année. Mais on ne peut pas retourner dans le passé. Donc là, on est aujourd'hui avec ce système-là. Est-ce que ce système-là devrait être changé? Oui, ça, c'est sûr et certain. Regardez, nous, juste les fidèles moustachus, on a eu le contrat de centre de services animaliers en 4 ans et en seulement 4 ans, on a fait descendre le nombre d'euthanasies de 80 ce qui est énorme. Mais on ne peut pas dire logiquement qu'il y aura zéro euthanasie. OK? C'est impossible. Puis nous, dans les euthanasies, comme en 2019, on est en 2020, et en 2019, on a fait 604 euthanasies. Puis quand on est arrivé au début, là, c'était avant, la gestion avant, là, c'était du 3 000 à 4 000 euthanasies par année. Donc, vous voyez qu'on a fait un gros bout de chemin, mais on ne peut pas tomber à zéro. Puis je voudrais que la majorité des 604, ben, c'était des chats malades, sauvages, errants. Donc, c'est sûr que, tu sais, il faudrait que je vois le chat Rosalie me parle pour voir, OK, y aurait-il une chance de se faire adopter ou non. Il faut juste prendre plusieurs choses en considération. Un chat qui est dehors, qui est affamé, qui est créatif et qui est peut-être errant, il va être dur à se faire adopter parce que dans le refuge, il va y avoir tout plein d'animaux. Ben là, en plus, c'est le temps des chatons. Il va y avoir tout plein de chatons. Il va y avoir aussi beaucoup d'animaux qui sont quand même sociables. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux qu'on retrouve dans la rue. C'était quelqu'un c'est un animal qui appartenait à quelqu'un, qui l'a laissé aller dans la rue parce qu'il ne voulait plus, parce qu'il déménageait, parce qu'il était fatigué d'avoir un chat, parce qu'il faisait ses griffes sur le divan, etc. Donc, ces chats-là sont beaucoup plus faciles à faire adopter parce qu'ils ont toujours été sociabilisés avec un être humain. Ils ont juste été une courte laps de temps errant dans les rues. Donc là, oui, ils ont peut-être eu un certain traumatisme, mais ça se travaille, puis l'animal va retourner dans ses vieilles habitudes d'être un chat de maison tout heureux. Par contre, si c'est un chat qui est né à l'extérieur, qui a grandi toute sa vie à l'extérieur, parce que c'est ça, qui a grandi à l'extérieur, puis là, qui est à l'extérieur depuis X nombre d'années, ces chats-là, c'est pratiquement impossible de les remettre en foyer. Oui, tu as certains organismes, des fois, qui vont prendre des chats sauvages, qui vont justement là, essayer de les remettre sur pied pour les refaire adopter, mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup de patience, puis ça sera pratiquement jamais, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais pratiquement jamais un chat qu'on va pouvoir interagir avec dans la maison. Ça va être un chat qui va être là. J'ai entendu beaucoup d'histoires de personnes justement qui ont fait cette expérience-là. Puis, tu sais, ça fait 3-4 ans, puis ils ont un chat dans la maison. Okay? Mais ils ne peuvent pas interagir avec, mais il y a juste un chat dans la maison. Tu sais, la majorité des personnes, ce qu'ils veulent, c'est un chat avec lequel au moins on peut interagir. C'est comme moi, la mienne, elle a un sale caractère, mais à ces bons moments, je peux réussir à la flatter. Mais sinon, elle aime ça se pavaner, ronronner partout, se virer sur le dos, puis dire genre flatte-moi. Mais quand elle arrive, c'est comme non, touche-moi pas. Fait que la mienne a un sale caractère, mais au moins, on peut quand même interagir avec. C'est pour ça qu'un chat comme ça à l'extérieur, c'est vraiment dur à dire. Puis, c'est pas justement pour critiquer, mettons, la SPA, mais ça fait partie de la réalité. Un chat errant, un chat sauvage, c'est dur à s'occuper, c'est dur à replacer en adoption, c'est dur à soigner. Juste nous autres, dans une. Pensez à ça, l'animal, il a grandi toute sa vie à l'extérieur, vous le prenez, vous l'amenez dans une cage où est-ce qu'il y a plein d'odeurs d'animaux, plein d'odeurs de chats, plein de personnes qui travaillent, qui se font prendre par un inconnu, eux autres, c'est un gros monstre, mais disons par un vétérinaire ou par un technicien qui le prend, qui l'examine, qui fait des piqûres, des ci, des ça. Non, ça ne marche pas. Donc, souvent, ces chats-là sont jamais capables de les faire adopter, surtout dans un milieu de centre de services animaliers où est-ce qu'il y a une surpopulation de chats. Donc, les beaux, bons, gentils chats se font adopter en premier. Donc, les chats sauvages comme ça ne se font pas adopter. Il n'y a personne qui les veut, malheureusement. Donc, premièrement, ce que je dirais à Rosalie,
commence par appeler justement la SPA pour faire une déclaration d'animal trouvé. Peut-être qu'ils vont te dire, ah oui, ce chat-là appartient à quelqu'un ou non. Par la suite, essaye de voir si selon toi, c'est un chat ça fait juste quelques semaines qu'il est dehors, qui a l'air un petit peu ébouriffé, ou si c'est un chat qui a toujours vécu à l'extérieur. Parce qu'il faut aussi prendre en considération le point suivant. Si on dit, OK, je ne veux pas qu'il se fasse euthanasier, je le laisse dehors, ça peut bien faire pour l'été. L'hiver, par contre, c'est pas de rendre service à un animal, selon moi, de le laisser à l'extérieur durant l'hiver. Nos hivers québécois sont rudes, sont difficiles et plusieurs chats vont mourir de froid, vont se geler les pattes, se geler la queue, perdre les bouts des oreilles. C'est pas le fun d'être un chat sauvage à l'extérieur l'hiver. Aussi, il faut prendre en considération que si ce chat-là n'est pas opéré, que ce soit un mâle ou une femelle, s'il n'est pas opéré, il peut se reproduire. Puis un chat que vous voyez là, si c'est une femelle, ben, dans quelques mois ou peut-être l'année prochaine, ben là, vous allez peut-être avoir 6 chats. Et ces 6 chats-là ben, vont pouvoir se reproduire et là, vous allez avoir une shitload de chats. Donc, oui, des fois, c'est plate, c'est triste de devoir faire euthanasier un individu, mais c'est parce qu'on va peut-être éviter, en bout de ligne, d'en faire euthanasier beaucoup plus. C'est toujours à prendre ça en considération. C'est sûr que là, moi, je ne veux pas comme obliger le monde à dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Chaque personne doit être responsable de ses actions, qu'elle soit en accord aussi avec les actions qu'elle pose. Mais ce que je vous ai établi finalement, c'est la réalité d'un refuge. Donc, si vous êtes capable, premièrement, je commencerai à la base. Toujours, quand vous voyez un chat se promener dans la rue, que vous voyez errant, que vous voyez vous, commencez par rappeler pour faire une demande, remplir justement comme de quoi vous avez vu, ben, vous avez trouvé un chat qui était errant. Parce que si ça appartient à quelqu'un, ben là, problème réglé, on retrouve son propriétaire. Donc, c'est toujours la première chose à faire. Sinon, comme je vous dis, peut-être essayer de trouver un autre organisme qui serait prêt à le prendre. Il y en a. Mais c'est sûr que ces organismes-là ne peuvent pas prendre et sauver tous les animaux parce que, comme je dis, c'est des animaux qui demandent beaucoup de temps, d'entretien, de soins et de patience. Et ce n'est pas tout le monde qui va adopter un chat qui était errant ou qui a été errant une longue partie de sa vie. Je vais vous donner un petit exemple, là, les chatons. Un chaton sauvage, vous savez, tout un beau petit chaton cute qui est né en maison, là, puis que là, il vient de voir, il se ronronne, il est tout gentil. À 2 mois, mais tu prends un petit chaton sauvage à 2 mois, puis il est aussi cute, mais il veut te manger, puis il veut te tuer. Puis là, il te regarde, puis il veut te donner des coups de patte, puis il te fait après. Puis c'est sûr que si le graphique, ça peut quand même faire des petits bobos, là, mais tu vois lui, il a vraiment peur de toi. Mais à 2 mois, ça peut toujours se réhabiliter. À 3 mois aussi, 4 mois aussi. Mais plus qu'il vieillit, plus qu'il y a de la misère. Un chat qui a été errant toute sa vie et qui est rendu à 1 an, qui est né dehors et que jusqu'à il est rendu à 1 an, c'est vraiment, vraiment dur. Encore là, il faut des organismes qui ont beaucoup de patience et les structures nécessaires pour prendre ces chats-là. Mais à 1 an, ça peut revirer de bord un petit peu. Là, puis il peut peut-être éventuellement faire un meilleur chat de maison. Mais encore là, c'est beaucoup de patience. Tandis qu'un chat qui a été 2, 3, 4 ans toujours à l'extérieur, c'est vraiment un chat sauvage. Je vous dirais que moi, personnellement, j'ai plus peur d'un chat sauvage que d'un chien. Parce qu'un chien, je sais un peu plus comment dealer avec. Tu le vois qu'il ne peut pas sauter d'en face. Là. Tu ne peux pas faire exprès pour te mettre la face là. Tandis qu'un chat sauvage, quand ça a peur, tu sais, quand on dit un chat grimpe des rideaux, c'est vraiment ça. Là. Des chats sauvages, quand malheureusement, des fois, ils réussissent à sortir de la cage, fait que là, ils se promenaient dans la pièce. Tu vois, il fourrait des sauts de partout, il s'agrippe dans les murs. Là, moi, j'ai vraiment peur à ce moment-là parce que si c'est tellement agile qu'il peut tomber dans la face pour te graffiner toute la face. Je trouve ça beaucoup plus dangereux, un chat sauvage, qu'un chien. Là, c'est sûr que je ne parle pas, mettons, d'un gros Rottweiler qui est toujours qui est fait pour l'attaque et qui me saute dessus. Là. Mais, je parle, mettons, d'un animal craintif en refuge. Un chien, j'ai beaucoup moins peur d'interagir avec, de travailler avec qu'un chat sauvage. C'est ce qu'on dit, c'est sauvage, c'est sauvage. Donc, j'espère que Rosalie, je t'ai éclairé un petit peu dans ta décision. C'est sûr que tu vas avoir une décision à prendre par rapport à ce que je t'ai dit. Puis souvent, moi, ce que je dis, c'est essayer de penser à la population en général. Parce que malheureusement, à cause qu'il y a une surpopulation d'animaux dans la province de Québec, on ne peut pas toujours juste penser à l'individu. Il faut souvent penser au problème au complet. Je veux dire, le jour qu'il n'y aura plus une surpopulation d'animaux dans la province de Québec, puis qu'il n'y aura plus de l'euthanasie massive de chiens, de chats, d'animaux domestiques, là, on va pouvoir se préoccuper beaucoup plus facilement de chaque individu. Là,
question de responsabilité, il faut prendre en considération qu'il y a un problème global de surpopulation d'animaux et il faut prendre ça aussi dans notre raisonnement. Bon, ben, ça fait plaisir, Rosalie. J'ai l'air d'avoir bien répondu à ces questions. La dernière question, c'est une question de Marie-Jeanne qui me dit « Combien de temps est-ce qu'un animal peut rester dans votre refuge? » Eh bien, Marie-Jeanne, je vais juste montrer qu'ici, on a Lazy. Là, sur Instagram, vous ne voyez pas, là, mais sur notre site Internet, on a un petit... juste ça. Wow! Désolé, je n'avais pas pensé au fil. Je ne le montrerai pas malheureusement pour Instagram. Faire ça n'arrive plus. C'est bon. Bon, tout ça pour dire qu'on a Lazy, un petit pincher croisé avec du teckel, je crois. Puis c'est ça, Lazy, finalement, était hier pour l'adoption avec 4 autres chiens. Et aujourd'hui, il n'y en a plus pour l'adoption. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils se sont tous fait adopter aujourd'hui. Il y a toujours un essai. Quand quelqu'un adopte un animal en refuge, ben, chez nous, dans notre refuge, finalement, il y a toujours un essai de 24 à 48 heures pour l'animal pour voir si ça fonctionne bien dans le milieu, dans son milieu. C'est sûr qu'il y a toujours la procédure qu'on reçoit un formulaire d'adoption, on regarde si ça peut correspondre, le comportementaliste donne son approbation ou non, puis là, la personne peut partir avec en essai à la maison. Donc, ce matin, on avait 5 chiens pour l'adoption. Aujourd'hui, il nous en reste seulement un qui est Lazy. Donc, ces animaux-là n'auront pas resté longtemps en refuge parce que la plupart sont arrivés hier vu qu'il y avait notre journée vétérinaire hier. Donc, la plupart sont arrivés hier pour l'examen. Puis là, on avait l'intention justement là, de les placer en famille d'accueil vendredi. Mais là, la plupart vont s'être fait adopter. Donc, ça varie vraiment beaucoup d'un animal à l'autre. Je vous dirais que souvent, la manière que ça fonctionne, nous, c'est qu'on reçoit un animal pour l'adoption. Il y a son examen vétérinaire. Suite à l'examen vétérinaire, il peut y avoir aussi un examen comportementaliste dans cette petite période-là aussi. Mais ça commence toujours par l'examen vétérinaire parce que c'est très, très, très rare. Mais exemple, le vétérinaire regarde quelque chose, on se rend compte que l'animal, il y a des pierres au rein, puis ça coûterait, ça coûte cher, juste une chirurgie, parce que nous, dès qu'on parle de chirurgie, le refuge ne peut malheureusement pas se le permettre. Des fois, c'est pour ça qu'on fait des adoptions humanitaires, donc c'est-à-dire que si ce n'est pas des chirurgies pressantes, donc on se trouve un foyer qui va prendre l'animal et qui va lui faire, mettons, l'opération qu'il veut faire. Donc, on signe un contrat avec, on vous donne l'animal, mais vous devez nous garantir qu'en dedans de X nombre de temps, vous allez faire la chirurgie qu'il faut. Mais exemple, une chirurgie pressante de pierre au rein que l'animal souffre, mais là, on ne commencera pas toutes les autres un examen comportemental. Si on se rend compte que l'animal, ben, malheureusement, on va le faire euthanasier parce qu'il y a un gros cancer de telle place où c'est déjà arrivé, là, des personnes viennent porter un animal, il est en santé, mais après un examen, on se rend compte, non, l'animal, il est à son dernier stage, là, il va décéder. Donc, c'est pour ça que c'est toujours l'examen de santé. Par la suite, il peut y avoir un examen de comportement si nécessaire en fonction de l'animal. Par la suite, il y a comme je dis, l'examen de comportement, là, il est dans ce laps-là. C'est long parce que selon mon cellulaire, on ne voit pas mes deux mains. Puis là, il y a le côté vaccin, vermifuge, stérilisation. Par la suite, il tombe à l'adoption. Donc, c'est pour ça qu'on a changé aussi un petit peu notre méthode. Parce que là, quand ça va être le retour à la normale et qu'il va y avoir tout plein d'animaux dans les refuges, dans notre refuge, on va avoir des journées d'adoption et des journées d'abandon. Parce que par le passé, les animaux, des fois, pouvaient quasiment rester 5-6 jours au refuge en observation parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de voir le vétérinaire, pas eu le temps de voir le comportementaliste, pas eu le temps de voir certaines choses. Fait que oui, ça nous permettait, nous, au moins en refuge, d'en apprendre un petit peu plus sur l'animal, mais encore là, parfois, vu qu'il n'y avait pas eu un examen de santé, mais là, on ne savait pas, OK, on va pouvoir le placer ou non. Donc, c'est pour ça que là, on a comme changé nos procédures. Donc, il va y avoir nos journées d'abandon et puis nos journées d'adoption. Ce qui va justement réduire le temps en refuge des animaux avant qu'ils soient prêts à se faire adopter. Donc, je vous dirais qu'avant l'adoption, ça peut varier là,
Je veux juste, Ren me demande, est-ce qu'on peut se mettre sur une liste si vous avez des chiens qui sont adoptés si rapidement? Malheureusement, on ne peut pas prendre de liste parce qu'on a déjà essayé de prendre une liste, mais on se rendait avec des 300-400 non. Donc, c'était impossible de gérer parce qu'il y en a qui veut tel grosseur, tel ci, tel ça. C'était impossible à gérer. Donc, on dit aux personnes, regardez sur notre site. Toujours rapidement. Les animaux, souvent, sont mis pour l'adoption le soir. Donc, regardez à chaque soir à la maison si vous voyez des animaux pour l'adoption. Mais malheureusement, on ne prend pas de liste pour contacter les personnes. Donc, c'est sûr que là, nous, avec les nouvelles mesures, on va essayer de réduire le temps de refuge avant l'adoption. Donc, si on est capable de réduire ça à des 2, 3, 4 jours, ça, c'est idéal parce qu'un coup que l'animal est pour l'adoption, on n'a pas de temps défini. Des fois, ça peut prendre 12 heures, des fois, ça peut prendre 12 jours, des fois, ça peut prendre 12 mois. Okay? 12 mois, là, c'est un petit peu plus exagéré. Mais par contre, ça arrive des fois qu'on a des animaux qui peuvent être en refuge pendant 2, 3 mois, ce qui est beaucoup plus rare. Puis quand on voit que l'animal, c'est beaucoup plus difficile de le faire adopter à cause de diverses soit problématiques ou diverses choses. Il faudrait que j'aie un vocabulaire, un dictionnaire automatique dans ma tête. Là. En tout cas. Je me perds moi-même dans le mot. Okay. C'est ça, parce qu'après qu'il soit pour l'adoption, finalement, si l'animal se fait, ça peut se faire adopter rapidement ou non. C'est ça que je suis en train de dire. Désolé, j'ai perdu le fil de moi-même, ce que je disais. Donc, si l'animal, on voit que ça fait des 2, 3 mois qu'il est en refuge, c'est là qu'on va essayer de rechercher d'autres organismes qui, des fois, peuvent être plus outillés que nous pour s'occuper, exemple, d'un animal qui a un problème X de comportement, que eux, ils ont des familles d'accueil qui sont prêts à les accueillir pour travailler ça. Je dirais que c'est quelque chose qu'on est en train de regarder, mais la cause de la crise du COVID et qu'il y a tout plein de choses qu'on doit prioriser si on laisse tomber temporairement. On est en train de regarder pour se monter une liste de familles d'accueil avec des compétences nécessaires pour pouvoir s'occuper des animaux qui en ont besoin. Exemple, une famille d'accueil qui va avoir les compétences nécessaires, pour s'occuper d'un chien qui fait de la prédation. Ou une famille d'accueil qui va avoir les compétences nécessaires pour s'occuper justement d'un chien qui fait de l'anxiété de séparation. Donc, avec des familles d'accueil qui vont pouvoir travailler sur l'animal pendant X nombre de temps, par la suite, on va pouvoir leur placer en adoption. Ça va être beaucoup plus facile que de trouver des familles qui sont prêtes à l'adopter avec ce problème-là. C'est pour ça qu'éventuellement, on va faire la demande du public de des familles d'accueil. Ce ne sera pas n'importe qui. Ça va vraiment être des personnes qui ont des connaissances nécessaires ou qui vont être prêtes de se faire former par le refuge pour être une famille d'accueil qui va pouvoir s'occuper de telle problématique chez, mettons, un chien. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de limite de temps. Je vous dirais que comparé à 12 ans, quand le refuge n'était presque pas connu, je pouvais faire adopter là, des 8-9 animaux par mois. Là, des fois, on peut faire adopter 8-9 animaux dans une journée. Mais vous voyez que le temps que l'animal reste en refuge est beaucoup moins long depuis qu'on est de plus en plus connu. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on essaie de leur donner de la visibilité le plus possible. C'est pour ça que on demande au public de leur donner de la visibilité le plus possible. Là, si je fais ça, audio only. Ouais, là, normalement, on est supposé encore de m'entendre hein, parce que c'est audio seulement. Oui. Je voulais juste vous montrer, désolé, Instagram, vous ne le verrez pas. Ah ben oui, vous allez peut-être être capable de le voir parce que là. Ah, là, ça ne marche pas avec ça. Bon, non, j'essaie des affaires qui ne marchent pas. Désolé encore une fois. Ici, OK, vous avez partagé sur Facebook. Puis ça, on a ça sur tous les fiches de tous nos animaux. Donc, vous n'avez même pas besoin de faire un copier-coller ou de quoi que ce soit. Vous allez sur notre site Internet, vous trouvez un animal que vous aimez bien. Et même si vous ne le trouvez pas beau, mais partagez-le. Parce que c'est sûr que tout le monde a tendance à partager des beaux petits chatons ou des beaux petits caniches cute ou des choses comme ça. Mais quand les animaux sont plus vieux, c'est eux autres qui ont le besoin de plus de visibilité. Merci. C'est eux autres qui ont besoin le plus de visibilité. Donc, juste d'aller sur adoption, mettons voir les chiens. Là, on va voir qu'il nous reste juste Lazy. On clique sur la fiche de Lazy et on va ici, donc, partager sur Facebook. Puis là, vous pouvez partager directement sur Facebook. Donc là, on peut dire
petit chien à adoption. Avec les points d'interrogation, d'exclamation, un petit bonhomme sourire. Un joli petit bonhomme sourire. Puis, cliquez sur publier sur Facebook. Aussi simple que ça, et là, l'animal se ramasse dans votre fil d'actualité Facebook. Donc, s'il y a de plus en plus de monde qui pourrait aller faire ça, parce que oui, moi, de temps en temps, je vais en mettre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, à différentes fiches, mais tu sais, je ne peux pas toutes les mettre, je ne peux pas toutes les faire. C'est pour ça que le public, s'ils veulent nous aider, d'aller partager directement sur Facebook, c'est facile, ça vous prend 2 clics. Vous n'avez même pas obligé de marquer un beau petit texte. Là. Vous pouvez juste faire partager sur Facebook, partager dans mon fil d'actualité et ça donne la visibilité justement à nos animaux qui en ont besoin. Comme je vous dis, oui, partagez les petits chatons, mais surtout partagez ceux qui restent longtemps en refuge. Sur ça, je vous dis une bonne fin de journée. Je vois qu'Émilie qui dit qu'elle était prête à corriger les comportements. Émilie, c'est sûr que quand on va être rendu là pour demander des familles, on va faire la demande justement sur nos réseaux sociaux. Je commence pas tout de suite à me prendre une liste ou des noms. Parce qu'on n'est pas rendu là. Quand on va être rendu là, vous allez voir, on va en diffuser assez sur justement nos réseaux sociaux pour dire qu'on cherche des familles d'accueil, qu'on va faire des cours, qu'on va les former pour qu'ils soient prêts à corriger des problèmes de comportement de certains animaux. Donc, on va le dire. À ce moment-là, vous pourrez vous lever la main et dire, moi, ça m'intéresse. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Demain, je ne sais pas s'il va en avoir un demain. Je vais vous l'avertir de toute façon. Là, je vais vous mettre une petite publication là, pour vous dire si oui, il y a un live ou non demain. Si on ne se voit pas demain, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Profitez peut-être du beau temps qu'il y a. Je n'ai aucune idée de quoi ça va avoir l'air, mais il commence. Profitez du dehors, OK? Ça fait du bien. Profitez du dehors. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Que ce soit en privé, en courriel, n'importe où, ça va me faire plaisir de répondre. Si vous avez des commentaires, des critiques, whatever, je suis toujours prenant. Ouais, je suis toujours prenant. Sur ce, tant que vous avez des questions, j'ai des réponses. Bonne fin de journée. Au revoir.